Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Emily Carter avait passé les 12 dernières années de sa vie à bâtir, brique par brique, une carrière que peu de gens la croyaient capable de maintenir après tant de pertes. Depuis le divorce tumultueux de ses parents, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, elle avait appris à ne compter que sur sa propre foi en l'avenir. Obstinée, concentrée, dévouée au point d'oublier les anniversaires, les fêtes et les week-ends, le travail était devenu son refuge, une armure contre les blessures qui s'obstinaient à la hanter. Et c'est ainsi, entre des projets de design d'intérieur de plus en plus ambitieux et des récompenses qui affichaient son nom dans les magazines d'architecture, qu'elle crut avoir triomphé, jusqu'à ce qu'elle rencontre Daniel Reeves. Il était apparu à un moment où Emily ne se souvenait même plus de ce que signifiait se reposer vraiment. Daniel semblait apporter l'équilibre, intelligent, brillant, doté d'un sens de l'humour aiguisé et de ce genre de regard qui vous fait sentir unique au monde. En quelques mois, ils vivaient ensemble, et en moins de 2 ans, ils parlaient déjà de mariage. Émilie, qui avait toujours été sceptique quant aux contes de fées, se retrouva enveloppée dans une promesse d'avenir qui, pour la première fois, lui paraissait fiable. Elle avait trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie, et cela la réconfortait plus que n'importe quel prix ou contrat. Mais 11 jours seulement avant le mariage, alors que les fleurs étaient commandées, les invitations envoyées et la lune de miel payée, Émilie découvrit que Daniel la trompait depuis des mois avec une collègue de travail. La trahison ne fut pas seulement une confiance brisée, ce fut un séisme intérieur. Elle remit tout en question, ses choix, son instinct, sa capacité à reconnaître le véritable amour. Elle se sentit honteuse face à ses amis, sa famille, et même face à elle-même. Ridicule d'avoir tant cru, d'avoir défendu quelqu'un qui mentait avec une telle facilité. Elle décida de quitter Chicago sans se retourner, non pas sur un coup de tête, mais parce qu'elle comprit que si elle restait, elle passerait les prochaines années piégée dans des souvenirs douloureux. Seattle semblait assez loin, assez différente. Là-bas, elle recommença à zéro, acheta un petit appartement, réorganisa son portfolio et se plongea dans le travail, cette fois avec plus de stratégie et moins d'urgence. Mais le destin, comme toujours, aime jouer avec le temps. C'est lors d'une exposition d'art à laquelle elle avait failli ne pas assister qu'elle rencontra Ryan Mitchell. C'est Linda qui les présenta. Ancienne cliente d'Emily, elle avait insisté pour qu'elle vienne à l'événement, désireuse de lui présenter son neveu, un architecte paysagiste primé de passage à Seattle, pour une conférence. Emily, encore blessée et méfiante, y alla par pure politesse. Mais Ryan était différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Il avait une façon d'écouter avec une attention sincère. Il parlait des plantes comme s'il parlait des gens. Il était engagé dans des projets de durabilité et de reforestation urbaine. Mais ce qui la frappa le plus, c'était son enthousiasme authentique lorsqu'il décrivait chacune de ses œuvres. Il y avait en lui quelque chose de serein qui contrastait avec l'intensité de Daniel. La connexion entre eux fut si spontanée qu'avant même de s'en rendre compte, ils échangeaient des messages tous les jours. Ils commencèrent à se voir souvent, des déjeuners informels qui se transformaient en longs dîners. Il lui montrait les coulisses de ses projets de parc, et elle l'emmenait voir les intérieurs qu'elle concevait. En 3 mois, ils vivaient ensemble. Et c'est précisément le jour où ils franchirent ce cap que Ryan la surprit avec une vieille bague de famille. Il lui dit qu'il voulait partager non seulement une maison, mais une vie avec elle. Emily,
les larmes aux yeux, accepta sans hésiter. Au fil des ans, ils construisirent quelque chose de solide. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Ils partageaient des petits déjeuners en silence les jours de grande affluence et discutaient pendant des heures quand ils avaient le temps. Ils se disputaient, mais apprenaient à céder. Ils voyageaient moins qu'ils ne l'auraient souhaité, mais parvenaient à transformer même une course à l'épicerie en un moment de légèreté. Avec lui, Emily sentait qu'elle avait enfin trouvé un foyer. Elle pouvait respirer. Ryan respectait son espace, encourageait ses idées, célébrait ses réussites. Il n'y avait pas d'exigence d'attention, juste une présence authentique, et cela suffisait. Dernièrement, elle avait même envisagé l'idée d'avoir des enfants. Elle commençait à voir l'avenir comme quelque chose de sûr, et non plus comme un fil tendu au-dessus du vide. Son travail se portait bien, ses projets devenaient plus audacieux, et avec Ryan à ses côtés, elle se sentait en paix, même les jours les plus difficiles. Leur amour n'était pas bruyant, mais il était solide, et c'est cette solidité qui la soutint lorsqu'elle reçut l'appel de l'hôpital. Son père était tombé chez lui et s'était fracturé le fémur. L'opération était inévitable. Emily fit ses valises en quelques heures et prit un vol pour Chicago, laissant Ryan avec la promesse de revenir dès que son père serait stable. Il n'y eut aucune tension entre eux. Il la serra dans ses bras, l'embrassa sur le front et lui dit que tout irait bien. Elle le crut. Mais il y a des choses que même l'amour le plus mature ne peut prédire. Et parfois, ce que l'on croit enterré depuis longtemps trouve un moyen de refaire surface, précisément là où l'on souhaite le moins retourner. Le plan d'Emily était de rester à Chicago 2, peut-être 3 semaines, juste le temps nécessaire pour aider son père à se remettre. Elle était déterminée à tout maîtriser. Médicaments, rendez-vous, physiothérapie. Pendant ce temps, elle restait connectée avec Ryan. Il s'enquérait de son père, faisait des blagues pour la faire sourire et disait compter les jours avant son retour. Mais les journées passaient et elle commença à réaliser que les choses étaient plus compliquées que prévu. Son père, têtu comme toujours, refusait de suivre certains conseils médicaux et elle se retrouvait à cumuler des rôles qui l'épuisaient. C'est lors d'une de ses courses à la pharmacie, en attendant qu'on lui prépare une ordonnance, qu'elle entendit une voix familière. Elle tourna la tête, presque à contre-cœur, et vit Daniel. Le visage amaigri, les yeux éteints, la barbe négligée. Il la vit aussi. Il fut le premier à parler, avec un sourire étrange, disant qu'il essayait de s'en sortir, que cela faisait des mois qu'il avait quitté son travail et que les jours étaient devenus trop lourds à compter. Emily ne sut que répondre. Elle ressentait un mélange de colère et de pitié. La dernière image qu'elle avait de lui était celle d'un homme qui avait détruit ses rêves. Maintenant, il n'était plus qu'un reflet brisé de ce qu'il avait été. Avant de se séparer, Daniel lui demanda s'il pouvait prendre un café un de ces jours. Emily hésita, mais finit par accepter. C'était rapide, informel. Il lui raconta qu'il vivait seul, que ses liens avec ses parents s'étaient rompus après son licenciement et que l'addiction avait commencé comme une échappatoire, jusqu'à devenir un gouffre. Elle écouta en silence, sans juger ni justifier. Les cafés se répétèrent. Emily ne dit rien à Ryan. Au début, elle pensait que ce n'était pas la peine d'introduire ce sujet dans leur mariage. C'était juste un soutien temporaire, un acte d'humanité. Mais lentement, Daniel ne lui semblait plus être le méchant de l'histoire. Un remords sincère émergeait de ses paroles. C'était un homme fatigué
qui essayait de combattre ses propres fantômes. Ce fut son idée de chercher un centre de désintoxication. Elle fit des recherches, organisa des visites et finit par le convaincre de s'y inscrire. Quand il accepta enfin, elle fut émue. Elle avait l'impression de clore un cycle avec dignité. Daniel fut admis. Émilie lui rendait visite fréquemment, l'aidant dans ses exercices et ses moments de fragilité. Elle était une présence constante, et il lui en était reconnaissant. Elle se disait qu'il n'y avait aucune arrière-pensée, qu'elle était là en amie. Mais il suffisait de voir les regards qu'ils échangeaient pour comprendre qu'il y avait plus que de l'empathie. Le jour de son anniversaire de mariage avec Ryan, elle se leva tôt, aida son père, puis se dirigea vers la clinique. Elle n'en informa pas Ryan. Dans son esprit, un appel à la fin de la journée suffirait. Elle passa une grande partie de l'après-midi à discuter avec Daniel. Il était plus joyeux, lui raconta qu'il avait rêvé d'une époque où ils étaient encore ensemble, libres des erreurs qui avaient détruit leur passé. À un moment, il pleura. Il dit qu'il ne se sentait pas digne d'avoir été aimé par elle. Elle se pencha, posa sa main sur la sienne et le serra dans ses bras. Une longue étreinte, chargée de souvenirs, de regrets, d'un pardon silencieux. Une étreinte qui, pendant une seconde, sembla vouloir tout ranimer. Ce qu'Emily n'imaginait pas, c'est que Ryan avait décidé de lui faire une surprise. Il avait pris un vol tôt le matin, pensant à quel point ce serait spécial de la rejoindre pour leur anniversaire. Il appela son père pour s'assurer de ne pas déranger, expliquant qu'il s'agissait d'une surprise. Le père d'Émilie répondit poliment, mais précisa qu'elle était partie rendre visite à un ami hospitalisé dans une clinique de désintoxication. C'est du moins ce qu'elle lui avait dit. Ryan, curieux, demanda le nom de la clinique, prétextant vouloir y livrer des fleurs lui-même. Sans se douter de rien, le père lui donna l'adresse. Quand il arriva à la clinique, il se dirigea vers la réception, mais s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la salle de visite. À l'intérieur, il vit Émilie serrant Daniel dans ses bras, les yeux fermés, le visage posé sur sa poitrine, dans une intimité qui disait tout. Pendant quelques secondes, le temps sembla suspendu. Ryan sentit son cœur se glacer. Cette scène ne laissait aucune place au doute. Emily remarqua la présence de Ryan en se détachant de l'étreinte. Leurs regards se croisèrent. Elle tenta de se lever, de dire quelque chose, mais il avait déjà tout compris. Quoi qu'elle puisse dire, rien ne pourrait effacer l'image qu'il venait de voir. Elle murmura seulement que ce n'était pas ce qu'il croyait. Il prit une profonde inspiration, la regarda quelques secondes, puis tourna le dos et partit. Sans une scène, sans exiger d'explication. Le silence portait des réponses plus dures que n'importe quel mot. L'étreinte entre Émilie et Daniel n'avait pas l'air d'un adieu, ni d'un geste de compassion. Elle était pleine de sentiments, d'une histoire non résolue. Le cœur serré, Ryan quitta la clinique. Il monta dans sa voiture de location et resta là quelques instants, le regard dans le vide, tenant les fleurs sur ses genoux comme s'il voulait encore croire à une erreur. Il démarra. Emily apparut à l'entrée du parking juste au moment où il manœuvrait pour partir. Elle courut vers la voiture, lui faisant signe de s'arrêter. Il baissa la vitre. Elle s'approcha, prête à expliquer, mais avant qu'un mot ne soit prononcé, Ryan jeta le bouquet par terre entre eux, avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà tout décidé. Puis il accéléra, sans un regard en arrière. À l'aéroport, il acheta le premier billet disponible. Pendant le vol, il essaya de dormir, mais l'image d'Émilie, le visage pressé contre la poitrine de Daniel, revenait sans cesse.
En arrivant chez eux, il était déjà tard. Il ne prit pas la peine d'allumer les lumières. Il alla dans la chambre, prit une valise et commença à emballer ses affaires calmement, comme quelqu'un qui accepte une défaite silencieuse. Il vida les étagères, prit ses livres et retira leurs photos du meuble. Il n'écrivit pas de lettre. Il envoya un email à son avocat pour lancer la procédure de divorce, précisant qu'il laisserait la clé au concierge. Quelques heures plus tard, l'appartement était vide de toute trace de lui. Il ne parla à personne, annulant simplement le vol qu'Emily devait prendre pour rentrer. Il voulait s'assurer qu'il ne se retrouverait plus jamais sous le même toit. Emily rentra le lendemain, complètement désemparée. Elle avait appelé Ryan des dizaines de fois. Son téléphone était éteint. En ouvrant la porte de l'appartement, elle sentit un vide qui n'avait pas besoin d'explication. Ses clés n'étaient plus là. Elle ouvrit l'armoire et sentit le monde tourner en voyant les étagères vides. Ses vêtements avaient disparu. Dans la salle de bain, seuls ses produits restaient. Il était parti et manifestement, il n'avait aucune intention de revenir. Le jour suivant, elle reçut un appel. Une voix formelle se présenta comme l'avocat de Ryan et l'informa que la procédure de divorce était enclenchée. Emily resta silencieuse, le téléphone collé à l'oreille. Quand l'appel se termina, elle s'assit, écrasée par le poids des mots. Emily passa les jours suivants dans le déni, arpentant la maison comme si le son d'une clé dans la serrure pouvait interrompre ce cauchemar silencieux. Rien ne vint. Sans but, elle reprit un vol pour Chicago. Elle pensait que s'éloigner de leurs murs l'aiderait. Cela n'aida en rien, surtout lorsqu'elle retrouva Daniel à la clinique. Il faisait des progrès. Elle se plongea à nouveau dans cette réalité, cette fois entièrement, s'investissant dans ses soins. Elle se disait que si elle avait déjà perdu son mari, elle pouvait au moins aider quelqu'un à se reconstruire. Avec le temps, leurs rencontres devinrent plus intimes. Daniel semblait être un autre homme. L'intimité entre eux grandit et, malgré ses blessures, elle commença à croire que peut-être le chapitre avec lui n'était pas terminé. Elle accepta son invitation à louer un petit appartement ensemble. Elle se disait que c'était pour des raisons pratiques. Au fond, elle espérait que ce geste soit aussi une rédemption. Elle était fatiguée de tout recommencer seule. Cette même semaine, elle reçut la confirmation officielle de son divorce avec Ryan. Le papier était signé, scellé, définitif. À la même période, Daniel sortit de cure. Sans hésiter, ils décidèrent de vivre ensemble à nouveau. Emily croyait que cette fois, ce serait différent. Les premiers mois, Daniel sembla véritablement transformé. Il cuisinait à ses côtés, se rendait à ses rendez-vous post-traitement et s'intéressait à ses projets. Lentement, elle laissa derrière elle la suspicion et la peur. Elle commença à imaginer une vie possible à ses côtés, avec un certain soulagement en voyant des signes de stabilité. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se réveillait plus en pleurant. Elle était en pleine réorganisation de sa vie, tentant, à sa manière, de faire du passé un nouveau point de départ. Jusqu'à ce mercredi soir où Daniel l'informa qu'il allait dîner avec un ancien collègue de son groupe de soutien. Emily ne posa aucune question. Il paraissait stable, avait été assidu à ses rendez-vous et elle voulait croire que la confiance était une pierre angulaire de leur reconstruction. Mais à mesure que les heures passaient, son téléphone cessa de répondre. Vers 2 heures du matin, la ligne basculait directement sur la messagerie vocale. Elle s'efforçait de ne pas imaginer le pire,
mais l'inquiétude l'empêchait de trouver le sommeil. Le lendemain matin, alors qu'elle hésitait entre appeler la clinique ou contacter ses proches, le téléphone sonna. Elle décrocha, s'attendant à entendre la voix de Daniel, mais ce fut celle d'une femme, au débit rapide et direct. Elle se présenta, Nathalie, son ex-petite amie. Elle appelait depuis le téléphone de Daniel pour l'informer qu'il était inconscient dans un motel du nord de la ville. Elle raconta qu'ils avaient passé la nuit ensemble et qu'à un moment, il était devenu étrangement confus, ayant mélangé alcool et médicaments. Elle expliqua qu'avant de perdre totalement connaissance, Daniel avait murmuré qu'Émilie était une amie de confiance, quelqu'un qui saurait quoi faire. Puis Nathalie demanda, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, « Pouvez-vous venir le chercher ici ?» La question résonna comme un coup de poing. Émilie se figea, le téléphone serré dans ses mains tremblantes, sentant son monde s'effondrer une fois de plus, comme toujours. Sans réfléchir, elle héla un taxi et se rendit directement au motel. Durant le trajet, son cœur battait à tout rompre et sa tête tourbillonnait de questions sans réponse. À son arrivée, elle trouva Nathalie à la réception, tendue, le téléphone de Daniel à la main. Elles montèrent ensemble jusqu'à la chambre. La scène était dévastatrice. Il était désorienté, bredouillant des paroles confuses, le regard perdu. Avec l'aide de Nathalie, elles parvinrent à l'habiller et à l'installer sur la banquette arrière de la voiture pour le conduire à l'hôpital le plus proche. Emily soutint sa tête pendant le trajet, s'efforçant de garder le contrôle pour ne pas s'effondrer. À l'hôpital, pendant qu'ils attendaient, Nathalie fit remarquer nonchalamment que c'était une bonne chose qu'Émilie soit venue, puisqu'elle semblait être une amie très proche. C'est alors qu'Émilie la corrigea, fermement mais sans hausser le ton. Elle dit qu'elle n'était pas une amie, elle était sa petite amie actuelle. Nathalie resta silencieuse quelques secondes, visiblement décontenancée. Elle avoua qu'elle l'ignorait, que Daniel avait omis ce détail. Elle baissa les yeux, évita son regard et, sans un mot de plus, quitta l'hôpital. Émilie n'essaya pas de la retenir. Elle resta seule à l'accueil, goûtant à la saveur amère de l'humiliation. L'homme qu'elle avait une fois de plus tenté de sauver était là, inconscient après une rechute, aux côtés de son ex, comme si les mois d'efforts et d'espoir n'avaient été qu'une simple pause entre deux chutes. Et une fois de plus, c'était elle qui ramassait les morceaux. Elle passa quelques jours en silence, se contentant de respirer. Elle pensait souvent à Ryan, s'imaginant où il pouvait être, s'il se souvenait encore d'elle, s'il savait que tout s'était à nouveau effondré. Elle aurait voulu lui dire qu'elle avait essayé, qu'elle avait agi par compassion, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le trahir. Elle aurait voulu lui expliquer ce qu'il avait vu à la clinique, ce que ce moment signifiait vraiment. Mais il était trop tard. Il avait disparu, comme quelqu'un qui comprend que son amour ne suffit pas à retenir l'autre. Malgré tout, elle écrivit une lettre à la main, longue de 3 pages. Elle y raconta tout, s'excusant de l'avoir exposé aux doutes, de son manque de clarté, d'avoir laissé les émotions du passé fissurer un mariage qui méritait d'être protégé. Elle disait qu'elle l'aimait encore, que personne, à aucun moment, n'avait occupé la place qui était la sienne. Elle posta la lettre, sans même savoir si l'adresse était toujours la bonne. Elle attendit un jour, 2, une semaine. Aucune réponse, pas un email, pas une enveloppe retournée, rien. Et c'est dans ce silence qu'elle comprit véritablement que la fin ne dépendait plus d'elle, que certains choix sont sans retour, que le temps ne s'arrête pas pour ceux qui commettent des erreurs et les regrettent. Il avance.
et il emporte avec lui l'amour dont on n'a pas su prendre soin au bon moment. Emily resta à Chicago, recommençant à zéro une fois de plus. Cette fois, sans Daniel, sans Ryan, sans projet. Juste avec la mère leçon qu'en essayant de sauver celui qui s'obstinait à se détruire, elle avait perdu celui qui, à ses côtés, avait été véritablement entier. Et le plus douloureux n'était pas la solitude qui restait. C'était la prise de conscience qu'elle avait eue entre les mains, la chance d'être heureuse, et qu'elle l'avait laissé filer en tentant de réparer le passé.